Chers téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de rencontre. Le Forum asiatique de Boao s'est déroulé du 6 au 8 avril dernier. Il réunit les dirigeants des gouvernements, des chefs d'entreprise du monde entier et de nombreux économistes. Au menu de discussion, l'économie régionale et l'économie mondiale. Et aujourd'hui, nous allons faire une analyse des sujets évoqués cette année avec nos deux invités. Monsieur Ding Yifan, chercheur du Centre de recherche pour le développement du Conseil des affaires d'État, et Monsieur Eric Meyer, journaliste français installé à Pékin depuis 25 ans, auteur de 9 livres sur la Chine, et vous animez aussi chaque semaine la newsletter Le vent de la Chine pour les francophones en Chine. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Et avant de commencer notre discussion, voyons ensemble ce reportage. Le Forum asiatique de Boao a convié cette année de nombreuses personnalités, dont des chefs d'État ou de gouvernement d'une dizaine de pays, parmi lesquels la Chine, la directrice du FMI et 8 responsables d'organisations internationales. Avec en outre des hommes politiques, des hommes d'affaires, des intellectuels, des responsables de médias et des journalistes, ce sont près de 2000 personnes venues du monde entier qui ont assisté au forum de cette année, dont l'ampleur dépasse l'édition de 2012. Les sujets y ont été plus diversifiés et abordés d'un point de vue à la fois macro et microéconomique. En plus des sujets économiques et financiers internationaux concernant Doha, le FMI, le G20, la crise de la dette ou les politiques monétaires, furent également à l'ordre du jour des problématiques régionales concernant l'Asie, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et les économies émergentes. N'ont pas été oubliées enfin des discussions à caractère social telles que l'urbanisation, la démographie, la consommation ou la sécurité alimentaire. Et on a vu que le forum de cette année s'intitule l'innovation, responsabilité et la coopération. Comment interprétez-vous ce thème? En fait, oui, ça dépend parce que ça reflète un certain nombre de difficultés auxquelles se rencontre ou se heurte l'économie asiatique. Parce que le forum de Boao était censé représenter les problèmes et les débats en Asie. Mais de plus en plus, ce forum attire l'attention du monde et des dirigeants venus d'autres continents sont présents cette fois-ci à Boao. Les débats qui se sont engagés au cours du forum traitent aussi des sujets aussi vastes que la récession économique en Europe ou le piège des pays des moyens revenus en Amérique latine. Et les pays africains sont très intéressés par ce genre de débat. Donc c'est un forum qui traite des sujets très larges maintenant de l'économie du monde. Et donc on a vu effectivement que cette année, c'est la première fois que le forum a réuni les dirigeants venus du 5 continents dans le monde. Et on a vu que le nouveau président chinois Xi Jinping a participé à la cérémonie d'ouverture, la première fois en tant que chef d'État. Donc avez-vous des commentaires, Monsieur Eric, sur son première apparition dans ce cadre multilatéral? Écoutez, c'est un moment effectivement extrêmement important. D'abord, effectivement, comme vous venez de le dire, l'Europe est en crise, mais le monde entier connaît des éléments de crise et de mutation. Et c'est un moment où on est en train tous ensemble de mondialiser la production. Et bien, il serait très important aussi de mondialiser, c'est-à-dire mettre en commun les solutions et de voir des solutions nouvelles. Je veux dire par là, jusqu'à présent, à peu de choses près, c'est jusqu'à il y a 20 ans, c'est Japon, Europe et Amérique qui organisent les courants d'échange à travers le monde. Maintenant, ça va changer. La Chine fait partie de ce circuit, elle aussi.
et d'autres, le Brésil, la Russie commence à jouer un rôle plus important au plan économique aussi. Il faut qu'on échange, qu'on fasse l'inventaire des problèmes, des solutions, et peut-être que des solutions qui sont bien connues dans une région mais pas dans une autre pourraient être échangées comme cela. Le fait que le président Xi Jinping arrive aide aussi à profiler le sommet de Boao comme un sommet de la même classe et de la même de stature que le sommet de Davos en Suisse, qui fait la référence mondiale. Et donc, il y a un thème qui fait récurrent à Boao, c'est le cycle de Doha, qui est devenu le centre de discussion pendant plusieurs années déjà. Et on a vu que depuis ces dernières années, il y a souvent des inquiétudes ou des doutes relevés pour ce cadre multilatéral. Comme en France, le ministre de redressement productif Arnaud Montebourg avait déclaré récemment que le bilan du libre-échange mondial proposé par l'OMC est un désastre. Et maintenant, on voit de plus en plus de pays qui s'échangent entre eux ou dans les régions. Donc, est-ce que la coopération multilatérale est au point mort? Écoutez, d'abord, ce qu'a dit le ministre Montebourg donne un petit peu le signal d'un pays ou d'un continent qui, de mon point de vue, est un petit peu ingrat et oublieux de ce que la richesse, de ce que la coopération internationale lui a donné. Parce que nous Français, nous, Européens, nous avons vécu des échanges. Maintenant que ça va moins bien que pour nous, nous voudrions fermer la porte. Ce n'est pas une bonne solution. Alors oui, depuis 10 ans, l'OMC ne fonctionne plus. On n'arrive pas à signer, à conclure ce traité de Doha. Et Pascal Lamy, le secrétaire général de l'OMC, va rendre son poste sans avoir réussi son mandat. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que les Européens et les Américains, d'une part, ne veulent pas abandonner leur agriculture. Et en cela, on peut les comprendre, ils ont raison. Si on abandonne son agriculture, notre agriculture disparaît. On achète tout de l'extérieur, mais on est plus cher que les autres, donc on n'y arrivera pas. Et en face, des pays comme la Chine ne veulent pas ouvrir leur banque ou leur assurance ou leur télécommunication dans lesquelles les Européens et les Américains sont plus forts. Et la Chine a raison de faire ça, parce que si elle ne protège pas ces secteurs qui sont encore trop faibles, elle perd toute chance de devenir, un grand pays de services. Donc, il faut le faire. Mais est-ce que ça veut dire on laisse tomber l'idée de l'OMC et maintenant on va faire des accords bilatéraux entre la Chine et chaque pays du monde, ou entre l'Europe et chaque pays du monde? Personnellement, je ne le crois pas. L'idée de l'OMC est une idée formidable, on met tout dans le même panier et on échange le tout, c'est la seule solution d'avenir. Parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour protéger les secteurs qui nous sont les plus essentiels et qui couleront si on les ouvre, sans en même temps casser l'OMC. Et je ne sais pas si cette réponse existe déjà, malheureusement. Mais il y a maintenant le TPP lancé par les États-Unis et d'autres accords régionaux. Donc, pensez-vous que cela va entraver encore l'OMC, le processus de la coopération multilatérale? D'une certaine manière, je pense que le développement régional des accords ou des zones de libre-échange ou les accords qui sont en train d'être négociés entre les États-Unis, le Japon, les autres pays de l'Asie et du Pacifique, mais aussi l'Europe et les États-Unis sont en train de lancer une autre négociation pour la construction d'une zone de libre-échange, etc. Tout cela, bien sûr, crée des inquiétudes sur l'avenir de l'OMC, sur l'avenir de ce libre-échange global, mondial. Je pense que dans l'avenir, il faudrait essayer de combiner les deux, et d'être plus souple sur les critères parce que personne ne veut revenir au protectionnisme, même si le protectionnisme sera jugé demain au sens plus large, parce que on est
sorti du cadre de l'État-nation. On est rentré dans une espèce de phase de régionalisme, de construction régionale, des blocs commerciaux régionaux, etc. Mais c'est tout de même une espèce de protectionnisme un peu élargi. Donc, dans l'avenir, il faudrait s'opposer à ce genre de choses parce que la mondialisation, si elle profite disons, à l'enrichissement des nations nouvelles, mais elle a facilité aussi la vie des autres nations, des vieilles nations développées, comme en Europe ou aux États-Unis. Eh bien, si on veut maintenir ce rythme, ou si on veut faire en sorte que la mondialisation continue à bénéficier au développement de notre planète, donc il faudrait balayer ces barrières au commerce libre international. Et autre sujet, on a discuté beaucoup de sujets certainement sur l'économie mondiale, mais autre sujet concernant la Chine qui attire beaucoup d'attention, c'est la dette en Chine, parce que maintenant il y a la dette, la crise de la dette en Europe, un peu partout et aux États-Unis. Donc on se demande qui sera le prochain victime de la crise de la dette. Et cette fois, pendant le forum, l'ancien ministre chinois des Finances a déclaré que, selon les chiffres officiels, jusqu'à la fin de l'année dernière, la dette du gouvernement central et des collectivités locales pouvait s'élever à plus de 3 700 milliards de dollars, soit presque 40% du PIB. Donc, et il a précisé dans le même temps que la dette des collectivités n'était pas transparente. Donc, y a-t-il un risque important d'une crise de la dette en Chine? Oh, je ne pense pas, parce que même si on met toutes les dettes ensemble, des dettes du gouvernement central et des dettes des collectivités locales, des autorités locales, etc., ça n'arrive qu'à 40% du PIB de la Chine. Donc c'est loin du seuil d'alarme que le traité de Maastricht avait fixé pour les pays européens. À l'époque, le seuil d'alerte ou le seuil d'alarmement des dettes était fixé à 60% du PIB. Et bien sûr, les pays, depuis la crise financière internationale, les pays européens ont largement dépassé ce seuil. Mais même le Japon et les États-Unis, ils étaient beaucoup plus. Leur ratio dette PIB était tous beaucoup plus important que celui de Chine. Donc, le ratio est encore sous le seuil de la sécurité. Il y a deuxième raison pour que cet endettement ou cette aggravation de dette n'aboutisse pas à une crise. Parce que la dette des collectivités locales est d'une certaine manière n'est pas sur un marché de capitaux libres. C'est-à-dire que ces dettes se circulent dans un système fermé. Donc, dans un circuit fermé, donc s'il n'y a pas d'autres investissements ou d'autres investissements de l'extérieur, eh bien, il n'y aurait pas de panique. Tant qu'il n'y a pas de panique, eh bien, on peut garder ce système pendant longtemps. Regardez le cas du Japon. Le ratio dette-PIB du Japon a dépassé plus de 240% du PIB et il n'y a pas de crise. Contrairement à ce qui s'est passé en Europe, c'est parce que la plupart de dettes japonaises est détenue par les habitants japonais. Donc, comme la totalité des dettes des collectivités locales est détenue par les institutions financières chinoises. Donc, c'est facile à régler. Pour moi, la question n'est pas de savoir quel est le taux dans l'absolu de l'endettement des provinces. Vous avez cité un chiffre de 40%. J'ai aussi lu un autre chiffre qui dit 57% en ajoutant la dette centrale. Mais de toute manière, ce n'est pas extrêmement élevé. Mais ce qui est important de savoir, c'est où est cette dette et quelle est sa qualité. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez investi dans des autoroutes ou dans des usines qui sont très importantes et qui tournent bien, alors ce n'est pas une dette du tout. Il faut le rembourser, mais c'est un investissement. Par contre, si vous avez investi dans une usine qui s'appelle Suntec et qui est le numéro 1 mondial
ou qui était le numéro 1 mondial des panneaux solaires, celle-là, elle a fait faillite il y a 15 jours. Et là, vous avez perdu des milliards de dollars, alors des milliards de yuan, pardon. Donc, je vois que votre nouveau ministre des Finances, Lo Chi-wei, est en train de faire un inventaire très précis et par catégorie des types de dettes dans la province, pour savoir est-ce que ce sont des dettes fichues ou est-ce que ce sont des dettes saines et qui vont se rembourser. Moi, ce qui m'inquiète le plus pour la situation des provinces, c'est que ça manque totalement de transparence. On apprend un beau jour que, en fait, cette dette, elle n'est pas un, mais elle est deux. Le ministre... le ministre Boao a doublé cette dette en une phrase. Il dit en fait c'est le double. Et c'est comme ça que ça fonctionne. On ne sait pas ce qui se passe dans les provinces et on ne sait pas combien a été investi ni dans quoi ça a été investi. C'est là le problème. Mais sur le fond, je vous rejoins. Je ne peux pas croire que la Chine va s'effondrer demain suite à une série de mauvais investissements des provinces. On va avoir des mauvais investissements des provinces, mais ils ne seront pas d'un volume tel qu'ils mettent la Chine sur ses genoux. Merci pour votre analyse. Et avant de poursuivre notre discussion, voyons ensemble ce reportage. Pour l'année 2013, les perspectives économiques mondiales ne sont toujours pas bonnes. La voie des transformations économiques des principales économies est chaoteuse. La Chine fait face à une demande mondiale en berne et à une baisse de ses exportations. La Chine sait qu'elle doit passer d'un modèle économique dépendant des exportations et des investissements à un modèle économique basé sur sa consommation intérieure. La difficulté est de savoir comment développer la consommation. Dans ces circonstances, l'urbanisation est un moteur de consommation et de plus une question stratégique pour la modernisation de la Chine. Cependant, des intellectuels s'inquiètent que cette urbanisation ne débouche sur des fléaux dans les villes tels que le manque de ressources ou la pollution. Et il y a cette année un sous-forum sur la consommation. Et on a s'intitule La consommation talon d'Achille des pays asiatiques. Pensez-vous quel est votre constat? Vous êtes en Chine depuis 25 ans et il y a des gens qui disent que les Chinois n'ont pas une habitude de consommer, de dépenser comme les Européens ou comme les Américains. Bon, ce qui se dit, c'est que le Chinois ne consomme pas autant qu'il pourrait parce qu'il n'a pas de sécurité sociale ou de retraite. Donc, qu'est-ce que fait le Chinois moyen? Il gagne pas mal sa vie, il va s'acheter un appartement, puis ensuite 2 appartements et ensuite 3 appartements. Ce sera sa retraite. Ensuite, quand il va devenir vieux, il va vendre un appartement ou alors les louer et avec les loyers, ce sera sa retraite, etc. Mais la difficulté, c'est qu'à un moment, l'État arrive et dit il y a trop d'appartements, on va commencer à les taxer. Et à ce moment-là, tout le monde qui commence à divorcer pour devenir, pour avoir le droit d'avoir ce nombre d'appartements tout en étant séparés. Et on est séparés qu'effectivement parce qu'on reste ensemble, mais avec un papier de divorce dans la maison, vous voyez. La réalité, c'est que vous avez en Chine 250 millions de travailleurs migrants. Ces travailleurs migrants n'ont pas les mêmes droits que les gens habitant la ville et étant légalement de la ville. Donc ils n'ont pas l'école gratuite pour leurs enfants, ils n'ont pas l'hôpital gratuit quand ils sont malades, ils n'ont pas de retraite, des choses comme ça. Ce que veut faire votre Premier ministre Li Keqiang, c'est de supprimer cette différence ou cette double citoyenneté entre ceux qui ont droit et ceux qui n'ont pas le droit. Il veut le faire en 10 ans. Et là, on va créer un marché supplémentaire de 250 millions de consommateurs. Mais pour le faire, il va falloir payer. Je crois que la somme, c'est l'équivalent de 120 ou 150 000 yuan par personne. C'est une somme énorme pour 250 millions de personnes. Il faut pendant 10 ans investir toutes les ressources de la Chine là-dedans pour arriver à une Chine de demain où les gens aient les mêmes droits et soient tous consommateurs. Non, ça veut dire que c'est un prêt à payer pour l'urbanisation. Oui, en fait, c'est l'investissement pour l'urbanisation. On a fait des estimations, donc la totalité de l'investissement de l'urbanisation, de ce mouvement de l'urbanisation pour les 10 ans à venir, s'élèverait à quelque chose comme 40 000 milliards de yuan. C'est énorme comme investissement.
Si on prend l'exemple du plan de relance que le gouvernement chinois a entrepris en 2009 pour parer aux effets ou aux impacts de la crise internationale, eh bien, le plan de relance à l'époque était 4 000 milliards. Ouais, donc, oui, ça veut dire que dans les 10 ans à venir, on aura 10 plans de relance. Un plan de relance tous les ans. C'est fou comme montant d'investissement. Oui. Et donc, en fait, Lin Yifu, c'est ancien vice-président de la Banque mondiale, a déclaré que la croissance chinoise serait tirée non par la consommation, comme on dit pendant plusieurs années, mais par l'investissement. Donc, vous êtes plutôt d'accord avec ça? De ce point de vue, oui, l'investissement servirait encore à entraîner la croissance de l'économie chinoise dans plusieurs années, mais il faut faire attention aussi à l'équilibre disons, de la finance publique. De ce point de vue, je pense qu'il est important que les mauvaises dettes, etc., des autorités locales soient sous contrôle du pouvoir central, etc., et que ce genre de choses ne viennent pas déranger, disons, le financement normal de l'urbanisation, etc. Et il faut faire attention aussi à ce que la surcapacité de production qui se présente déjà dans un certain nombre de secteurs, comme dans la production des panneaux solaires, etc., eh bien, il faut faire attention à ce que cette surcapacité soit mesurée correctement et soit corrigée, etc., pour ne pas permettre d'autres gaspillages. Parce que c'est ça qui entraîne traditionnellement la crise économique. Alors, il faut dire que l'idée de tirer la croissance par l'investissement, ce n'est que la poursuite de ce qui se fait maintenant et depuis longtemps. Toute la croissance chinoise vient d'un investissement et même d'un investissement public. Mais la différence d'après le Premier ministre Li Keqiang, c'est qu'à partir de maintenant, on va faire un investissement pour le marché intérieur au lieu de faire un investissement pour l'exportation. Donc tout le pari est là. S'il réussit à faire en sorte que l'argent de l'État qui est investi sur le marché de la Chine aille sur le marché intérieur et pour équiper la Chine en hôpital, en école, en cinéma, tout ce que vous voulez, il aura réussi. S'il fait encore des usines de panneaux solaires, il aura raté. L'urbanisation, c'est une épée à double tranchant, c'est-à-dire que maintenant on sent déjà que comme de plus en plus de personnes est en ville, et on sent le premier effet, c'est la pollution de l'environnement. Et donc, cette fois, à Boao, il a été aussi question de la protection de l'environnement. Et donc, selon vous, d'où vient cette aggravation de l'environnement, surtout ces derniers temps, parce qu'il y a un épais brouillard de pollution un peu partout en Chine? Oui, mais bien sûr, l'aggravation de la pollution en Chine, pas seulement à Pékin, mais partout en Chine, est due à l'accélération de l'industrialisation. Il y a ça, parce que il y a un effet de la mondialisation. Donc la Chine accueille depuis un certain nombre d'années des productions de beaucoup d'industries lourdes, de chimie, de métallurgie, etc., etc. Donc un certain nombre de ces productions sont plus ou moins polluantes parce qu'ils ne sont pas équipés des installations appropriées pour traiter des déchets et des émissions de gaz, etc. Et il faut faire... tout cela est dans le plan de l'urbanisation. Donc on peut espérer que dans l'avenir, l'investissement servira aussi à corriger un peu le problème. Mais est-ce que c'est inévitable la dégradation de l'environnement, parce qu'on sait en Europe, avant à Londres, il y a aussi des brouillards. Pensez-vous que c'est une étape inévitable que l'environnement soit pollué avant que le pays soit développé? C'est une question très philosophique. Elle n'était pas inévitable il y a 25 ans quand on a choisi le modèle de développement de la Chine. La Chine, qui est un pays de 23% de la planète Terre, a choisi un modèle de développement identique ou parallèle à celui des États-Unis ou de l'Europe,
qui ont des situations totalement différentes, avec beaucoup d'espace et une certaine richesse au départ et des matières premières. La Chine n'a pas beaucoup de matières premières, peu de terrain et énormément de population. Vous êtes arrivé, à cause de cela, beaucoup plus rapidement à un mur que nous. On a mis 200 ans à le faire et vous le faites en 25 ans. Tout le monde a des automobiles dans Pékin. Vous avez 5 millions de voitures, c'est une voiture pour 4 personnes. Alors que vous croyez, d'après la courbe actuelle, vous aurez 400 millions de voitures en 2030. Mais ça veut dire qu'à peu près tout le pétrole de toute la Terre devra être en Chine pour faire tourner ces 400 millions de voitures. Bien entendu, c'est impossible. Pour moi, ce n'est pas une fatalité, mais d'ailleurs, il y a une étude très intéressante qui est sortie ce matin de la Deutsche Bank qui dit que si la Chine s'y prend immédiatement, elle peut changer de modèle de développement et ne pas sacrifier sa croissance, mais restaurer la pureté de l'air et notamment avoir une moyenne de pollution de 35 microparticules pour toute la Chine, alors qu'aujourd'hui on est à 70. Oui. Est-ce que vous pensez que cela existe, cette solution miracle? Non, il n'y a pas de solution miracle, mais c'est pas une solution miracle, mais il faut faire attention à cela. Il ne faut pas oublier que l'investissement dans le domaine de protection de l'environnement sert aussi à attirer la croissance. Et ça pourrait créer des richesses même, tout en rendant l'environnement plus approprié à l'habitat. Mais on voit que le gouvernement chinois a déjà proposé des lois sur l'environnement et des taxations pour les entreprises polluantes et il a proposé aussi des voitures électriques. Si on achète des voitures électriques, on n'a pas besoin de passer par le tirage au sort qui est maintenant imposé pour acheter une voiture. Le prix est subventionné en plus. Oui. Et pensez-vous que cela va avoir un effet parce que les lois ont été mises en place, ont été annoncées il y a plusieurs années avant, mais on voit peu de résultats qui effectifs, mais on voit que l'environnement continue à se dégrader. Pensez-vous que dans l'avenir, cela va dans le bon sens? Écoutez, vous avez deux problèmes. Le premier, c'est qu'il faut quand même produire l'électricité. Et là aussi, il vous faut des centrales thermiques ou des centrales qui produisent cette électricité. Elles seront très polluantes. L'autre problème, c'est qu'au plan technique mondial, ce n'est pas la Chine, c'est le monde entier. Oui. On ne sait pas encore fabriquer des voitures avec une autonomie d'électricité ou d'énergie suffisante pour avoir la même distance parcourue qu'avec le pétrole. Donc le pétrole, vous pouvez espérer jusqu'à 1000 km avec un réservoir. Puisqu'avec une voiture, si vous avez 300 km, c'est un maximum et ce n'est pas assez pour des taxis, etc. Donc il faut très lourdement organiser. Mais ce qui est très important à penser, c'est que la Chine doit rapidement changer son modèle de développement. Personne ne lui en veut, mais elle n'a pas eu la créativité nécessaire il y a 25 ans pour dire non, je ne vais pas faire comme l'Amérique ou non, je ne vais pas faire comme l'Europe. Et il faut des transports en commun plutôt que des transports individuels, par exemple. Et maintenant, c'est le moment pour changer ça. L'étude dont je vous parlais tout à l'heure propose que d'ici 2020, le nombre des métros soit quadruplé, jusqu'à 8000 km de métro. Et celui des chemins de fer devrait augmenter de 60%. Et rien qu'avec ça, eh bien, vous auriez beaucoup baissé la pollution due au transport et ce serait une manière de revenir vers un air plus propre. Oui, monsieur Egenmeyer a évoqué le problème de l'infrastructure, en fait. Dans le processus de l'urbanisation, il faut investir aussi dans l'infrastructure pour améliorer l'infrastructure existante. La construction du métro, par exemple, sert à diminuer l'effet de la pollution due à